Mesdames, Messieurs, merci de regarder de partout ailleurs et bienvenue dans ce magazine Savoir Plus. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons bien sûr parler de ces forums Chine-Afrique. Vous le savez très bien que la Chine a promis de déverser dans les continents africains 50 milliards de dollars américains. Alors la question que l'on se pose, que peut faire la RDC pour vraiment tirer profit de cet investissement que la Chine disponibilise pour déjà l'année, en commençant par l'année prochaine, l'année 2025. Alors, vous avez suivi différents panels qui ont été organisés où les représentants de la RDC ont dû promettre, bien sûr, aux investisseurs chinois que le climat des affaires, il est favorable à tout investisseur. Alors, comment arriver à ce que la RDC arrive, bien sûr, à gagner tout ceci? Pour évoquer la question, je reçois sur ce plateau Alexandre Mokim Choué. Bienvenue. Merci beaucoup. Il est bien sûr économiste de formation, également professeur. Dites-nous comment vous avez en tout cas accueilli la nouvelle sur les forums économiques RDC-Chine. Effectivement, la RDC a intérêt à pouvoir communier avec d'autres pays du monde pour pouvoir mieux organiser son économie, mais aussi mobiliser suffisamment de ressources financières pour arriver à financer sa production. Et donc, organiser des rencontres d'affaires avec d'autres pays, c'est une bonne chose. C'est un pas important. Et pour pouvoir tirer meilleure partie de cela, il faudrait justement que la partie congolaise puisse s'organiser de manière à créer justement cet environnement qui permettra à ce que les investissements étrangers puissent venir s'installer dans le pays. Mais l'équation n'est pas que celui d'attirer les capitaux étrangers vers la RDC. L'équation serait d'assainir en profondeur l'environnement des affaires, attirer les capitaux vers le pays et ensuite s'assurer que les capitaux qui vont entrer dans le pays auront réellement à transformer notre économie. Que la structure de production du pays soit forte, robuste, résiliente et soutenue. Mais ce n'est pas une première occasion parce que la RDC a dû participer à des occasions pareilles. Mais qu'est-ce qui fait à ce que, actuellement, en tout cas, à entendre les différentes autorités de la République, maintenant la RDC va pouvoir bénéficier de ces investissements pour que l'économie puisse bien marcher? Parce que ce n'est pas la première, mais pourquoi sont-ils, en tout cas, confiants par rapport à cette année? Bon, j'ai suivi avec intérêt le discours du chef de l'État pendant la campagne. J'ai suivi également avec intérêt les propositions formulées par Mme Souna, la Première ministre, et les deux autorités ont eu à parler du climat des affaires comme étant un axe majeur sur lequel le gouvernement devrait faire un focus pour pouvoir agir. Nous pensons que si dans le secteur il y a des actions bien calibrées et que cela porte des fruits, cela ferait effectivement que ces capitaux étrangers puissent entrer dans le pays et avoir l'incidence voulue sur l'économie. Car rappelez-vous aussi, parmi les engagements du chef de l'État, il y a un axe qui est consacré à la diversification de l'économie. Or, on ne peut pas diversifier une économie sans ressources financières suffisantes. Donc le fait d'attirer les capitaux étrangers est une bonne chose, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que des actions soient menées pour que l'environnement change réellement. Quand on parle d'environnement des affaires, ça suppose que l'on devrait avoir une politique d'attractivité, c'est-à-dire un ensemble de facilités ou d'éléments de stimulants que le gouvernement pourrait mettre à disposition pour que les capitaux puissent venir, mais également dégager des surplus, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social et sur le plan financier. Il serait important aussi que le pays puisse disposer d'une politique fiscale autre que celle que nous avons actuellement, une politique qui permettrait d'attirer les capitaux et de conforter aussi la position nette de l'État en tant qu'autorité nationale. Il faudrait aussi voir comment agir pour pouvoir desserrer certaines contraintes qui pèsent sur l'économie, notamment le fait que notre chaîne logistique n'est pas suffisamment développée, le fait que les routes posent encore problème, le fait que l'accès à l'énergie pose problème. Tout ça sont des choses qu'il faudrait régler rapidement pour permettre justement à ces capitaux qui vont s'installer dans le pays de pouvoir dégager un surplus. Parce que si l'environnement n'est pas là, même si on reçoit autant de capitaux, mais on ne pourra pas dégager un effet positif net suffisant
pour répondre aux besoins exprimés par la Mais population. quand vous dites qu'il faut que le pays arrive à imposer une politique fixe pour améliorer bien sûr ces climats, c'est pour autant dire que la politique actuelle ne permet pas bien sûr à ce que les investisseurs viennent. Non, ils sont là. Mais sauf qu'il y a encore des choses à faire. Le problème, c'est d'être dans une passive du moyen et long terme. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui opèrent dans le pays. Oui. Mais ce n'est pas suffisant par rapport au potentiel de développement économique que RDC présente ou offre. Il faudrait donc aller d'avant. Et pour cela, il faut progressivement agir. Comment est-ce qu'on peut nous serrer dans les contraintes? Vous ne direz pas que l'état actuel de nos routes est satisfaisant. Non. Il faut progresser. Et pour cela, il faudrait justement avoir un plan, un programme de développement et d'infrastructure pour pouvoir libérer le potentiel de production et de croissance de notre économie. Vous avez toujours l'habitude d'évoquer ces problèmes de plans de développement. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie de la RDC puisse arriver? Parce que le pays est grand. C'est vrai peut-être par rapport à l'immensité de ce pays que les autorités n'arrivent pas, bien sûr, à mettre sur pied une certaine politique qui pourrait aider ces autorités à mieux évoluer. Vous ne pensez pas? Moi, j'ai circulé dans ce pays et j'ai vu la richesse de ce pays. Oui. Il y a beaucoup de richesses Et c'est grand aussi naturelles, humaines. Ouais. Et le problème, c'est qu'il faut savoir les capter, les organiser et les utiliser à bon escient. Ce ne sont pas les hommes intelligents qui manquent en RDC, mais il y a aussi des hommes intelligents qui ne sont pas utilisés, par exemple. Alors que nous savons tous que le développement repose d'abord sur les ressources humaines. Donc là, il y a un problème. Il y a une politique qu'on doit avoir dans ce pays. Quelle formation on offre et comment utiliser ces personnes formées pour transformer notre économie et la mettre au service de la population. C'est une chose qui nous manque. Lorsque vous dites que le pays est grand, je dis que le pays est immense. Et il faudrait donc avoir une approche de développement assez particulière. On ne peut pas penser le développement comme si on pensait le développement du Congo-Brazzaville ou encore du Rwanda ou de tous les petits pays qui y a en Afrique. Non, la Peut-être ça les bémols. c'est un continent. C'est pour ça que quand en 2016 on a élaboré le PNSD, après mon voyage de Chine, j'avais suggéré qu'on puisse avoir une approche de développement qui consisterait à construire 7 régions de développement. Régions sur lesquelles on va développer un ensemble d'infrastructures et de facilités qui feront relancer, dynamiser les secteurs privés et créer de la richesse et renforcer l'État pour que l'État puisse s'assurer que les surplus générés, en ce qui concerne ses rétributions à lui, puissent servir à améliorer le bien-être collectif grâce à un meilleur accès à la santé, à l'éducation, à l'alimentation et aux services publics de base. Mais malheureusement, on n'est pas encore au rendez-vous, mais il faudrait faire des efforts. C'est pour ça que je dis qu'il y a des actions qu'il faut mener. L'État, pour agir, a besoin des moyens. Parce que si vous voulez créer un environnement favorable pour les routes, pour l'économie, pardon, il faut avoir les routes, il faut avoir de l'énergie. Mais c'est parce qu'il faut avoir des ressources pour pouvoir financer cela. Si l'État n'arrive pas à mobiliser suffisamment de ressources au niveau du budget, si l'État n'arrive pas à faire un budget crédible, l'État n'arrive pas à faire des choix rationnels, on ne peut rien espérer. Donc il faudrait aussi, au niveau budgétaire, voir comment améliorer la mobilisation des ressources, comment allouer et ensuite comment utiliser. Mais ça fait quand même beaucoup d'années que nous cherchons à maîtriser bien sûr les secteurs des infrastructures. Mais pourquoi on n'arrive pas toujours? C'est comme qui dirait, c'est un cercle vicieux. Non, mais il y a un problème de discipline, je le dis. Le problème en RDC, c'est l'homme. Notre problème, c'est l'homme. Ah, le vrai problème en RDC, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est le problème. Y compris vous, hein? Oui, bien sûr, mais sauf que je fais un effort pour ne pas rester dans l'état qui nous tue. Alors, j'allais dire ceci. Dans vos analyses personnelles? Non, dans ma façon de faire aussi les choses. J'ai eu l'occasion de voyager, comme j'ai dit tout à l'heure, là, dans le pays, et j'ai vu plusieurs gouverneurs et ministres provinciaux. Il y a certains, j'ai posé à savoir, quelle est votre production au niveau de la province? Et ils étaient incapables de me répondre. En termes de quoi? Votre PIB, votre production. Ouais, Qu'est-ce que la province produit? Parce que si vous savez ce que la province produit, vous pouvez avoir une idée sur ce que l'État, à travers l'autorité provinciale, peut capter. Mais ils ne savent pas. Du coup, ce qu'on déclare comme ressources mobilisées par les provinces, c'est... Ce sont des chiffres imaginaires. Fragile. Fragile, oui, effectivement. Il ne faut pas dire un peu fantaisiste. Oui, mais bien sûr. Ce qui fait que quand on parle du budget ici, dans le pays, on n'analyse pas le budget national, on parle plus du budget du pouvoir central. Oui. Or, la loi des finances en RDC parle d'un budget national, c'est-à-dire le budget central avec les budgets des provinces consolidés.
On n'est jamais arrivé à ça parce que justement, il y a des faiblesses au niveau des finances publiques. Or, si on arrive justement à connaître ce que les provinces produisent réellement, et en fonction de ce que dit la loi, on sait ce qu'on doit capter, et on arrive à capter, et qu'on fait une bonne allocation avec, on peut qu'espérer avoir des résultats, mais tout peut dépendre finalement de comment est-ce que vous procédez. Nous, en RDC, malheureusement, lorsqu'il est question d'établir des prévisions budgétaires, des fois fantaisistes, parce qu'on n'a pas de méthode sérieuse d'évaluation des recettes attendues, les choix sont des fois commandés par des considérations qui ne sont pas celles qui relèveraient des conversations qui relèveraient du bon sens et même des exigences actuelles du pays par rapport au processus de développement et aux besoins socio-humains exprimés par la population. Donc il y a un travail à faire dans pratiquement tous les domaines. Mais le vrai problème, c'est l'homme. Et l'homme, on va voir son retour à travers sa façon d'organiser et de gouverner le pays. Donc pour vous, on ne peut jamais parler du relèvement bien sûr de l'économie sans pour autant évoquer les problèmes de route. Mais oui, quand il n'y a pas d'infrastructure, il y a un problème. Mais vous voyez, par exemple, il y a certains biens de grande consommation qui coûtent extrêmement cher en province. C'est parce que la chaîne logistique pose problème. Vous avez des produits qui entrent à Matadi. Il faut les amener vers le centre de la République, par exemple. Il n'y a pas de route. Vous passez 2 semaines en cours de route alors qu'en temps normal, vous pouvez faire un jour. Vous voyez le coût? Ça, c'est des problèmes qu'il faut régler. Et avec ça, on facilite la circulation, on facilite l'intégration, parce que notre économie peut intégrer. Alors, il faudrait intégrer justement cette économie, il faudrait que les provinces interagissent, qu'il y ait une spécialisation dans chaque province et que les provinces interagissent pour créer cette dynamique qui va conduire à la mise en valeur de tout ce que nous avons comme ressources. Mais avec tous ces mots qui rongent le développement de la République, mais chaque 5 ans, nous organisons des élections. Nous perdons beaucoup d'argent. Mais quand est-ce que nous allons arriver, bien sûr, à nous mettre ensemble pour réfléchir sur les modes économiques? Parce qu'on ne pense qu'aux élections, mais pendant que l'on oublie la chose capitale qui est l'économie. Non, personne n'oublie l'économie. Parce qu'on fait les élections avec de l'argent et l'argent provient de l'économie. Donc Mais on n'oublie oui, pas. Mais le problème, c'est que quand on organise des élections, c'est-à-dire qu'on ne pense pas au développement économique du pays. Alors il faudrait que nous, population, nous puissions aussi changer notre façon de voir et de faire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, je voterai Ben parce que ce Ben est originaire de la province. Ça sont des tares. On ne vote pas quelqu'un parce qu'il est originaire de votre province, mais parce qu'il a un programme à vous présenter et des perspectives qui feraient que, aussi autant qu'on ne regarde pas ce qui est essentiel, on va toujours aller à l'encontre de ce qui semble être essentiel pour la population. Malheureusement, c'est ça. Des fois, on vote pas parce qu'il y a un programme, parce qu'on a des relations de connaissance, mais il faut faire un effort pour réduire ce qui est subjectif et faire prévaloir ce qui est objectif. Il faudra qu'il y ait des débats de fond pendant les périodes d'élection. Je crois que je vous l'avais dit une fois lorsqu'on discutait au téléphone, j'avais demandé qu'on puisse renforcer les critères pour pouvoir être éligible. Quelqu'un veut devenir député, mais qu'il nous dise pendant le mandat qui arrive, quels sont les 5 projets de loi ou de réforme majeure qu'il va proposer. Mais j'ai fait ça sur Twitter, j'ai posé la question. Ce sont ceux qui m'ont répondu, beaucoup de candidats, même certains qui sont élus aujourd'hui, n'ont pas pu me répondre. C'est pour dire qu'on va plus au Parlement parce qu'on va avoir un siège, se protéger pour des immunités et avoir peut-être de l'argent. Point barre. Or, c'est pas ça. Il faudrait plus être au service de la nation. Je veux au Parlement parce que j'ai à donner au pays. Mais surtout qu'on ne va pas pour donner, mais plutôt pour recevoir du pays. C'est sûr, ne changera pas ou changera timidement, ce qui n'est pas bon. Nous voulons un changement radical, mais ça demande que l'on puisse s'engager en profondeur pour pouvoir changer. Revenons à cette approche de la Chine avec 50 milliards de dollars. Déjà l'année prochaine, vous dites si la RDC ne fait absolument rien, elle ne pourra pas arriver à tirer bénéfice. Oui, oui, puisque vous parlez des capitaux qui entrent. Oui. Mais nous avons eu ici dans ce pays les 5 chantiers, n'est-ce pas? Auxquels vous avez pris part. Hein? Non, moi, tout le monde n'a pris part parce que c'était le pays 5 Non, chantiers de la ici RDC. je parle avec Alex, auquel vous avez pris part. Non, moi, je n'ai pas pris part, je n'ai pas géré ces sommes d'argent. Vous avez quand même apporté certaines idées par rapport à... J'ai écrit un article à l'époque quand les contrats chinois étaient en discussion. À l'époque, j'avais écrit un article à l'UNIKIN, à l'IRIS. J'ai fait des mises en garde sur la manière d'utiliser l'argent. Parce que le problème, c'est que l'argent peut arriver, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est la vraie discussion. Tout récemment ici,
il y a eu révision, n'est-ce pas, des contrats chinois. Oui. Et il a été question de revoir l'enveloppe qui sera allouée à RDC. On attend quelques millions pour construire les routes. Je veux vous dire qu'au niveau du secteur public, il y a eu une discussion entre acteurs. Certains, ceux qui aiment la transparence, la bonne gouvernance, vous voulez que cet argent entre dans le circuit budgétaire pour qu'il y ait transparence, c'est-à-dire qu'on sache que oui, si commune a payé autant et l'argent a été affecté À tel projet, oui. Et là, il y a la transparence, c'est un élément important. Mais il y a aussi d'autres acteurs publics congolais qui ne voulaient pas cette démarche. Eux voulaient qu'eux trouvent des arrangements directement avec les prestataires de services et que si commune paye. Or, ce mode peut faciliter les rétrocommissions, tout ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons que l'argent du pays serve l'intérêt du pays. Donc, que l'argent soit donné et qu'on prenne ça pour construire les routes. Et quand on fait aussi le choix des prestataires de services, qu'on soit sérieux. J'ai vu ça à Kitamo, on construit une route aujourd'hui. Une semaine après la même route. Une semaine. Donc c'est l'argent qui est jeté en pâture. Mais voilà, c'est justement, c'est pour ça que je dis que le problème, c'est l'homme congolais. Si réellement on aime le pays et qu'on veut faire bien les choses, mais faisons-le et on verra les résultats. Les routes coûtent tellement cher qu'on ne peut pas les construire chaque année. Quand on prend l'option de construire des routes, faisons-le une fois pour toutes et de manière satisfaisante. De telle sorte qu'on puisse en parler 10 ans, 20 ans après. Mais si chaque année, on doit refaire la même route, c'est de l'argent qu'on jette dans un trou. Allez, renseignez-vous dans certains pays occidentaux, même africains aujourd'hui et de l'Asie. Vous allez trouver une route, on vous dit que cette route, depuis qu'elle a été construite, ça fait 50 ans. Et pourquoi? Parce que justement, on a pris le soin d'étudier l'environnement, la pluviométrie, tout ce qui entoure l'espace physique de mise en œuvre de l'ouvrage, pour que quand on va construire la route, il n'y ait pas de problème. Mais il y a quelques jours, il y a un de nos frères congolais qui a montré quelques avenues importantes de Kinshasa ici, vers le grand marché. Vous avez vu les images? Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est acceptable? Juste pareil, pour un pays comme la RDC? Non. Et c'est sur des vecteurs par lesquels passent aussi des maladies. Et qu'est-ce qu'on en fait? On se plaint, mais le problème, c'est que nous devons changer notre façon de faire. On a un mandat public, utilisons le mandat pour servir la bonne cause. Donc, pour revenir à votre question, on va avoir des capitaux étrangers, mais si on ne crée pas l'environnement, on n'aura pas les effets escomptés, ou sinon ce sera minoré. Si on ne fait pas des bonnes allocations, des bonnes affectations, ça va déranger. Si l'argent arrive et qu'on envoie ça dans les secteurs spéculatifs, sans toucher les secteurs qui sont transformateurs pour l'économie congolaise, ça ne va pas nous aider à avancer. Comment vous comprendre ça en RDC, que les gens meurent de faim et que l'on cite la RDC parmi les pays les plus touchés par la pauvreté ou la malnutrition au monde? C'est grave. Donc c'est que nous avons de la nourriture en main et nous mourons de faim. Ce sont des paradoxes qu'il faut arrêter. Une fois, comme je vous l'ai dit, je faisais la route du Congo central. Il y a un partenaire sud-africain qui m'a demandé s'il y avait une loi qui vous interdisait en RDC de faire l'agriculture. Parce qu'ayant vu les surfaces qui étaient inexploitées, il s'est étonné. Mais nous, au niveau de l'Afrique sud, avec le désert du Kalahari qui est en train de se développer, on cherche des terres. Vous en avez et vous ne faites pas usage de cela. Ce sont des paradoxes. Donc, l'argent qui arrive, on voit comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour transformer l'économie. Qu'une partie d'argent serve à financer les secteurs porteurs de croissance et créateurs d'emplois, et qu'une partie d'argent que l'État recevra directement puisse servir à créer cet environnement qui permettra que les capitaux soient plus utilisés de manière plus efficiente et plus efficace. Je crois que, parce que vous avez parlé de cette révisitation du contrat chinois, pour cette fois-ci, il y a quand même de transparence. Vous êtes dans le domaine. C'est vous qui le dites, il y a eu un débat là-dessus. Je pense que la Première ministre a tranché pour que la transparence soit démise. Oui. Mais il y avait un désaccord entre acteurs à ce sujet. Le problème, c'est toujours l'homme congolais. Mais oui, justement, c'est ça. Parce que l'homme ne réfléchit pas en termes de nation, en termes d'État, mais en termes de son propre ventre. Il s'est dit, bon, l'argent arrive, combien je vais capter là-dessus? C'est ça le problème. Lorsque le chef a parlé de la corruption, ce sont les mots qui nous tuent. Okay. On cherche toujours à gagner quelque chose qui est indu. Au détriment de son pays. Malheureusement. C'est ça. Mais d'aucuns se posent la question de savoir, mais pourquoi nous ne pouvons pas organiser aussi, on invite les mêmes investisseurs venir chez nous et nous leur parlons. Il faut toujours attendre leur invitation pour aller là-bas et puis aller. Bon, en fait, là n'est pas le problème. Vous savez, une amitié commence quelque part. Il n'est pas dit que forcément, moi et Ben, on va se dire le même jour bonjour. Peut-être que c'est l'un qui dira bonjour avant, mais bon. Le problème n'est pas celui qui fait le pas avance ou après, mais le problème, c'est que l'on puisse bâtir une relation solide et qui sera mutuellement profitable. Donc, si aujourd'hui, on peut capter des ressources extérieures,
tant mieux parce que réellement le pays ressent un besoin de financement. Les capitaux que nous avons actuellement en main ne pourront pas transformer cette économie qui est la nôtre. Ça, c'est une évidence. Donc, on a besoin de capitaux extérieurs. Mais quand les capitaux arrivent, ce sont des engagements qu'on prend avec les partenaires. Il faudrait qu'on fasse preuve de sérieux pour que ces capitaux puissent réellement profiter au pays. D'où l'importance de renforcer la gouvernance dans le secteur économico-financier, d'où l'importance de faire certains changements majeurs dans l'environnement des affaires pour que ces capitaux puissent vraiment dégager un surplus. Parce que ceux qui viennent sont des privés, ils viennent faire des affaires et on va perdre de l'argent. Alors s'il faut leur donner un environnement qui ne permettra pas de dégager un surplus, eh bien ils ne feront rien, ils vont perdre leur temps, autant mieux aller faire ailleurs. C'est ça la question. Et derrière tout ça, il y a beaucoup de choses. Quand on parle de l'environnement des affaires, ça suppose beaucoup de choses. Il y a l'accès à l'énergie, il y a le cadre réglementaire, la fiscalité, il y a les infrastructures, il y a également l'accès à la terre, l'accès aux ressources humaines. Vous avez deux pays, le pays A et le pays B. Les deux vous offrent les mêmes conditions d'exploitation et opportunités d'affaires. À la seule différence que dans un pays, le pays A, on a des hommes plus qualifiés que ceux qui sont dans le pays B. Ben, pour l'investisseur, il serait important d'aller dans le pays A que le pays B. Parce que là, avec les mêmes niveaux de dépenses, on aura plus de productivité, plus de rentabilité que dans le pays B. Voilà. Donc, il faut donc prendre le temps, justement, d'attaquer tous ces problèmes. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une bonne coordination de l'action gouvernementale avec une vision claire. La vision est tracée, mais il faut la nourrir. Parce que c'est depuis les années 60-70 qu'on parle de diversifier les économies africaines. On le dit. Mais combien sont... C'est ça le problème. Comment chaque année on revient sur les mêmes... C'est la démarche qui pose problème, l'approche. Je l'ai dit tout à l'heure que la RDC c'est un continent. Quand on n'a pas une vision claire de comment investir le pays et transformer l'économie, on n'arrivera pas. Parce que moi, quand je parlais de cette région, j'ai dit qu'on va construire cette région de développement avec un ensemble d'infrastructures et de facilités qui vont booster le secteur privé de l'économie. Mais c'est pas ça, c'est pareil aux 145 territoires. Merci. Et donc là, je parle aussi dans le même schéma qu'on puisse relier toutes les provinces par route. Oui. Mais cette idée de 145 territoires, comme je l'ai dit, c'est le PDL, n'est-ce pas? Moi, j'en ai parlé en 2016 avec l'expression PLD. Mais mon approche à moi était un peu différente parce que moi, je vois les choses en termes d'intégration. Mais bon, on est dans la même frontière, c'est pas le problème, mais la manière de faire. Parce que l'idée est là, mais il faut aussi que l'implémentation suive pour que l'idée prenne corps et produise les effets escomptés. Et je me rappelle, je l'ai dit sur d'autres chaînes aussi, dans nos 8, j'étais intervenant. J'ai discuté avec le ministre, à l'époque c'était le ministre Mwando. Il était accompagné poser quelques questions fondamentales. Je leur ai demandé, est-ce que les discussions autour du PDL ont pu être menées avec les gouverneurs? On m'a dit oui. Mais quand j'ai fait une étude l'année passée, sur terrain, j'ai constaté que plusieurs gouverneurs étaient impliqués. Je leur avais dit, oui. Ils me l'ont dit. Je ne parle pas de ce que les gens racontent, c'est ce que moi je dis directement. Il y a certains gouverneurs et ministres provinciaux qui m'ont dit qu'il n'y a pas eu un travail de mise en harmonie du PDL 145 territoires avec leur PDP, leur plan de développement provincial. Il y a encore un problème. J'ai vu les secteurs privés qui me disent qu'on n'a même pas été contacté pour ça. Mais non, on ne transforme pas une économie sans le secteur privé. Et ça, c'est une erreur qu'on a commise. Parce que quand vous dites qu'on a commencé depuis, mais ça ne marche pas, mais l'approche pose problème. On a eu combien de projets agricoles ici, dans ce pays, pilotés par l'État? Déjà, sur le président Wout, il y avait des projets. Le président Kabila est arrivé. Il y a un projet, Bokanga-Lonzo. Bokanga-Lonzo et consorts, ça n'a pas marché. Et ça montre que le modèle centré sur l'État pose problème. Pourquoi? Parce que justement, il y a un problème de ciblage, de cadrage, et aussi nos mains sont trop longues, on aime trop l'argent, et on aime plus l'argent que notre pays, et c'est ce qui fait. Et c'est pour ça que dans mes réflexions actuelles, je suggère un autre paradigme, que l'État se focalise plus sur l'accompagnement et que l'on booste les privés dans la culture. Là, on va accompagner qui? Parce que même certains privés sont insolvables. Non. On leur donne des moyens, mais qui... pas l'information, c'est ça le vrai problème. Allez au Katanga, il y a d'Agril. Excusez-moi de parler de chez vous, mais c'est important qu'on le dise. Il y a des privés qui font des grandes choses au pays. Allez au Katanga, d'Agril. Mais qui ne sont pas accompagnés. Voilà. Il y a un Congolais qui a commencé avec son entreprise de construction et qui a développé une branche agricole qui aujourd'hui a l'une des plus grandes minoteries de la région
qui réduit le déficit en farine de maïs, qui est un des produits de base là-bas, qui fait du poisson. Je suis allé là-bas, j'ai vu les infrastructures. Ah bon? Il a organisé même une coopérative avec des ménages agricoles où on forme les gens, on leur apprend à mieux produire, on leur donne des tracteurs, tout ça. Mais non, ça c'est un modèle. Boucanos a joué. Il y a d'autres projets de parc aussi en Burundi qui ne marchent pas très bien. Mais au même moment que eux ne réussissent pas, dans la partie nord-est du pays, il y a un parc, le parc agro-industriel de Dingila, qui a réussi. Mais pourquoi ça a réussi? Parce que justement, ils ont compris la logique et ils auront appliqué. Les principes sont connus, les expériences sont là. Et il suffit d'appliquer. Bukanalozo aurait pu porter des fruits si, par exemple, on avait commencé comme nous, au niveau du PNS, on avait recommandé, c'est-à-dire commencer par les petits exploitants pour monter. On ne bâtit pas une maison par la toiture, on commence par la fondation Niva. Et eux, ils ont fait ça. À Daguerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié des zones qui, autrefois, étaient des zones de production de cacao, de café, coton, et ils ont bâti sur l'existant. Ils ont relancé, ils ont transformé, ils ont trouvé une main-d'œuvre, une connaissance, et ils ont accompagné les énergies qu'il y avait. Ce qui fait que les producteurs qui étaient là se sont retrouvés dans une sorte de coopérative. Ils sont arrivés à créer ces dynamiques. Donc, c'est ça, c'est les modèles. Et je pense aussi avoir dit à plusieurs reprises, nous avons en RDC des gens qui ont réussi dans le monde des affaires. Là, je parle de Daguerre, je parle de Dingila. Mais utiliser ces gens pour pouvoir répercuter ces deux expériences positives dans le pays, par exemple. Il y a des hommes d'affaires qui ont réussi. Le Viking a commencé avec quoi? Il est parti du néant, il est devenu un grand. C'est un modèle. Ce sont des gens, des personnes que nous, économistes, on devrait étudier en RDC. Comment est-ce que, dans ce contexte difficile, quelqu'un comme Kinduelo, quelqu'un comme Lédia, sortent du néant. Malheureusement, vous ne le faites pas, vous qui êtes enseignant. Bon, moi, vous ne le faites pas. Moi, je le fais déjà et j'en parle parce que je le fais. J'ai pris le temps, je commence à analyser un peu comment est-ce que certaines personnes ont eu à se démarquer. Et je pense qu'il serait important que, au niveau des facultés des sciences économiques, on organise cette réflexion autour de ce qu'on a comme expérience. C'est ça. Il faut un peu comment est-ce qu'on peut utiliser cela. Et il faut aussi comment inviter ces personnalités. C'est vrai que le Kinduelo prend de l'âge, mais on peut les recevoir dans des conférences et les écouter un peu. Monsieur Kinduelo, comment vous avez fait? J'ai commencé avec ça. Voilà mon parcours. Et à travers ce que tu diras, nous, économistes, on sait quoi, tel principe économique. Et du coup, on fait un relais. Et nos étudiants qui suivent l'enseignement comprennent un peu, de manière pratique, les choses que nous leur disons. Monsieur Lee, vous avez commencé avec tel, vous avez diversifié votre portefeuille d'investissement. Mais comment vous avez fait ça? Voilà, tel risque que j'ai pris. Et après, nous, on prend l'analyse des risques, on montre comment. Vous voyez que ça sera très, très riche pour le pays. Donc, il y a des personnes que l'on peut poser comme étant des champions nationaux. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Nous avons des gens comme Moutouboli Kembe. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un monsieur pareil pour développer le basket en RDC, par exemple? Nous avons nos frères, les footballeurs, comme Yohan Wissa, qui évoluent dans les grands clubs. Mais ils peuvent nous aider à mettre en place des écoles. Il y a, nous avons Chabani Nonda. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas capter le développement. Pourtant, le développement est à portée des mains. Je vais vous faire rire. Est-ce que nous avons une régie dans notre gastronomie? Moi, j'ai eu la chance de voyager dans le pays. J'ai mangé à Bandaka, j'ai mangé au Kassai, j'ai mangé à Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu, là-bas, partout. Et je peux vous dire que j'ai vu différentes façons de préparer le poney. Différentes façons de préparer le poisson. C'est une économie, hein? C'est une richesse. Et je veux faire rire. À plusieurs reprises, nous, à l'université protestante, nos autorités supérieures invitent souvent des partenaires extérieurs, allemands, américains. Mais lorsqu'ils viennent ici, ils ont du plaisir à manger des mets congolais. Vraiment. Si aujourd'hui on développait cette industrie-là, cette gastronomie congolaise, le développement est là. Et je vais dire ça encore, puisqu'on a l'occasion de s'en parler. Sur le fleuve ici, on nous parle des accidents, n'est-ce pas, avec des bateaux, tout ça. Oui. Et ce sont des bateaux de fortune. Alors que dans ce même pays, quand vous allez au sud Kivu, il y a des gens qui fabriquent des bateaux qui présentent une très belle image et de la sécurité. Mais pourquoi? Mais c'est pas aussi au ministre d'aller les chercher, c'est à ces gens de chercher aussi des affaires à connaître. Le gouvernement est là pour impulser. Si aujourd'hui le vice-premier ministre Bemba peut faire quelque chose dans ce secteur-là, on va applaudir parce que nous souhaitons que les gens puissent se déplacer dans le pays en sécurité. Mais il y a tout le temps des problèmes, des naufrages ici et là, alors qu'il y a des gens qui font. C'est ça, que le gouvernement ait un programme qu'on puisse accompagner ces initiatives pour que ça puisse nous aider. Et vous ne savez pas qu'est-ce que ça suppose. J'étais allé à Bandaka en mission. J'arrive à Bandaka, je vois,
prends le temps bien sûr d'étudier l'économie locale. J'arrive sur le marché, je vois une maman qui vend le poisson frais. Mais je demande à la maman ça coûte combien. Elle me dit 2500 francs. Or, le même poisson qui déjà coûterait 70 000 francs. Du coup, je me suis tenu. Et la maman me dit, papa, là qui dit ça, que je regarde le prix, elle était prête à aller même à 1500. Ah bon? Imagine un peu si il y a cette offre-là de poissons et qu'on pouvait relier Kinshasa à Mbandaka rapidement, avec des coûts de transport minorés. N'est-ce pas qu'on aurait du poisson frais ici? Les gens allaient se battre pour les chercheurs qui n'ont aucune valeur nutritive et se donner le luxe de prendre du bon poisson que le pays offre. Vous voyez, ça c'est paradoxal. Donc on ne sait même pas diversifier notre économie. Parce qu'on peut en parler, mais c'est par des mots, mais en pratique, on ne le fait pas. Il faut avoir une approche. J'ai eu l'occasion de parler avec certaines autorités, certains conseillers principaux à la présidence des cellules. Je sens qu'il y a des gens qui comprennent ça et qui veulent aller. Il y a des projets dans ce sens-là. Je pense qu'une fois qu'un tel projet va aboutir, ça va aider. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mener actuellement une réflexion profonde sur la transformation de l'économie. C'est-à-dire concrètement, comment est-ce qu'on va transformer globalement la structure de l'économie qu'on laisse, comment on va transformer chaque secteur pour créer cet élan de progrès. Et pour cela, il réfléchissent sur quelle action mener au niveau du climat des affaires. De ces choses très importantes pour le pays. Mais ça prend aussi du temps, ça prend du temps, parce que c'est pas... Bon, ça va prendre un peu de temps, mais si vraiment les énergies sont consolidées, si le chef d'État et la Première ministre appuient cette initiative en profondeur, je pense qu'il y aura de très bons résultats pour le pays. Est-ce que la Chine est-elle un bon partenaire pour l'Afrique? Pour le monde. Mais actuellement, plusieurs pays de l'Occident reçoivent des capitaux de la Chine. Même les États-Unis d'Amérique ont des capitaux qui proviennent de la Chine. Qui ne sont même pas contents de ce que la Chine fait en Afrique. Hein. Bon, c'est normal. Ce sont de bonnes guerres. Oui, c'est de bonnes guerres. On est à la quête du leadership mondial, donc c'est normal. C'est normal. Mais bien sûr, il tire profit des capitaux chinois aussi. Donc que la RDC prenne des capitaux chinois, c'est une très bonne chose. Mais le vrai challenge, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces capitaux pour transformer notre économie, dégager un surplus, pour qu'il y ait plus d'emplois et plus de revenus et que l'on améliore le niveau moyen de vie de la population congolaise. Parce qu'il ne faut pas toujours rester avec des dettes. Hein. Sinon, oui, non, en fait, si ce sont les capitaux privés, ce ne sera pas vraiment des dettes, ce sont les privés qui vont investir, mais il faut savoir maintenant comment tirer meilleure partie de ces capitaux. Ouais. Et pour ça, il faut que l'on revoie la réglementation sur... la réglementation change sur la durée et les modalités avec lesquelles les capitaux étrangers sont logés chez nous. On peut investir, mais on n'arrive pas à respecter la loi de rapatriement. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ça, c'est vrai, vous avez évoqué toutes ces raisons, mais c'est quoi les profils que l'on peut mettre à la tête de la Banque centrale pour que la loi de rapatriement soit respectée? Bon, il n'y a pas que cette loi de rapatriement, il y a beaucoup de problèmes de gouvernance dans le pays, dans tous les secteurs, il faut le dire. C'est vrai que mais déjà, parce que ce sont des investissements qui viennent d'ailleurs. Oui, je vais avancer. C'est vrai que vous parlez là de la Banque centrale, mais je peux vous dire que c'est dans plusieurs secteurs de la vie nationale qu'il y a des problèmes. Okay. Il y a des entreprises publiques qui ne fonctionnent pas correctement. Et on peut rien attendre des entreprises publiques aussi en tant que leur management ne change pas. Par exemple, si on veut une chose, il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. Je vous ai dit, on ne peut pas avoir un climat des affaires bon si on n'arrive pas à offrir un meilleur accès à l'énergie. Oui. Alors, si on n'améliore pas la gouvernance et le fonctionnement des entreprises comme la SNEL, la Régie des eaux, Anser, et s'il n'y a pas de directeur là-bas, comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif? Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Vous voulez régler la question des routes, mais si vous n'arrivez pas à améliorer la gouvernance de l'OVD, l'Office de route, et toutes les entreprises qui interviennent dans le secteur, comment on peut espérer avoir cela? Si vous voulez avoir une meilleure gestion des ressources du pays et qu'on n'arrive pas à moderniser la collecte des recettes, à améliorer la gestion des revenus de l'État, comment pouvez-vous espérer ça? C'est toute une chaîne de choses qui se tiennent. Et malheureusement, il y a des réseaux mafieux qui ont eu aussi à s'installer. Ce qui veut dire que l'action gouvernementale doit consister à combattre ces réseaux mafieux. Et malheureusement, dans ces mêmes réseaux mafieux, des fois, ce sont les acteurs publics qui s'y retrouvent. Du coup, ils sont jugés partis. Alors, pour ce qui est de la Banque centrale, oui, le gouverneur de la Banque centrale, c'est pas n'importe qui. C'est une personne qui doit avoir des connaissances suffisantes en économie. Et une personne qui a aussi un bon témoignage de cette probité morale, parce que c'est la personne qui signe sur votre monnaie, qui garantit votre monnaie, et cette personne doit porter une image
lorsque cette personne n'est pas crédible, lorsque cette personne a déjà un casier judiciaire sale, ça dérange. Donc ça c'est au niveau de la personne. Oui. Mais au-delà de la personne, il faut toujours mettre en place les mécanismes de surveillance parce que la confiance n'exclut pas le Le contrôle. contrôle. Il faut mettre en place les mécanismes de contrôle et c'est ce qui va pousser les gens à mieux se comporter. Il y a certains qui disent que l'homme est bon et c'est le mieux qui le rend mauvais. Admettons que ce soit ça, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre des garde-fous. Donc la surveillance. C'est comme ça que dans une de mes réflexions, j'ai suggéré que l'on puisse mettre en place une disposition qui consisterait à suivre de manière très rapprochée la mise en œuvre de la politique monétaire. Si chaque année, chaque 2 ans, il y a un comité d'évaluation constitué de certaines personnalités qui ont certaines autorités en matière économique et de gestion, avec quelques institutions. Par exemple, on met en place un comité où il y a quelqu'un comme professeur Kabouya Kalala. C'est un grand macroéconomiste qui connaît très bien ces questions et il a une grande autorité morale. Vous le prenez. Vous prenez un autre professeur aussi qui s'y connaît dans les questions monétaires, le professeur Marie Moulumba. Oui. Vous les prenez les deux. Vous prenez, par exemple, le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions économiques financières. Le conseiller principal de la première ministre en charge des questions, et vous ajoutez peut-être quelques députés des COFIN et du Sénat. Et bien, chaque année, ils font l'évaluation et quand l'évaluation tombe, si elle est mauvaise, directement le gouverneur perd son mandat. Ça va amener le gouverneur de la Banque centrale à mieux suivre certaines choses. Et s'il y a un problème, parce qu'en fait, la politique monétaire est des fois en conflit avec la politique militaire. S'il y a un problème, on donne une disposition pour que le gouvernement de la Banque centrale puisse saisir le président et la première ministre pour leur faire savoir que ici, j'ai des difficultés à mettre en œuvre la politique monétaire parce que la politique budgétaire dérange. Là, maintenant, on sait aussi établir un peu les raisonnements parce que pendant longtemps, la politique monétaire en LC a aussi souffert de la dominance de la politique budgétaire. Donc il y a lieu de faire quelque chose, mais on en a besoin, c'est très important. S'il faut parler des comparaisons, faire une étude comparative, depuis que nous avons la Banque centrale, c'est qui les meilleurs gouverneurs? Bon, à l'époque, on a eu des gens comme Sambwa. À cette époque-là, la stabilité était au rendez-vous. Donc je dirais que ce sont les meilleurs gouverneurs qu'on a connus. Parce qu'on apprécie le mandat de la Banque centrale par rapport aussi à sa capacité à stabiliser la monnaie. Vous avez remarqué que le fonds congolais a été lancé en 98. Et à la sortie, si je ne me trompe pas, $1 équivalait à 1,3 francs congolais. C'était presque la même chose. Aujourd'hui, on est où? $1 équivaut à 2800. C'est comme si on est passé de 1,3 à 2800, on a multiplié par 2000 et quelques. Complexe, c'est un problème. Donc la Banque centrale n'a pas pu. Et cela arrive comment? Non, mais c'est la gouvernance. Ah, ok. La gouvernance, la manière de gérer. Et la gouvernance, là, il y a certes le rôle de la Banque centrale, mais il y a aussi le rôle de l'État qui a péché parce que la politique budgétaire, la politique monétaire doit être définie à l'unisson et menée de manière concertée pour que l'on puisse avoir de bons résultats qui garantissent la stabilité. Mais lorsque les deux ne se comportent pas très bien, on peut espérer grand-chose, ça ne tombe pas du ciel, ça dépend de ce que... Ah, vraiment. Donc ici, nous retenons, on peut beau participer dans des grands forums, on peut tout faire, on peut mettre en place la politique, mais si l'homme ne change pas, en tout cas, nous resterons toujours en train de chanter la même chanson. Oui, effectivement, nous avons besoin des capitaux, mais il faudrait que l'homme congolais puisse décider de créer cet environnement et qu'une fois que l'environnement est créé, que l'on puisse justement profiter réellement de ces ressources qui entrent dans le pays. C'est ce qu'il faut. Alors, cette question, avant de finir, comment ont-ils fait les Belges pour diriger avec une économie qui était vraiment stable? Non, la stabilité, en fait, ne tombe pas du ciel. C'est votre façon de faire qui détermine la stabilité de l'économie. Donc les Belges ont juste appliqué certaines règles de gestion de la cité et ça donne lieu. Et que nous, on n'a pas su dupliquer. Justement, on a du mal à appliquer ces règles. C'est pour ça que je dis que les problèmes sont multiples, mais il faudrait que l'on puisse s'engager à fond avec une certaine détermination et un leadership fort. Et avec ça, mais ça demande beaucoup. Et des fois, il faut qu'il n'y ait pas d'état d'âme. C'est-à-dire que celui qui pêche, on le sanctionne pour que les autres puissent changer. Parce que sinon, tout le monde commence à pêcher. Lui, s'il a pêché, on le laisse. Et donc, mais ça reste ainsi. On dirait dans la jungle. Voilà, c'est pour ça que le ministre Moutamba dit que tolérance zéro. Merci beaucoup Alexandre Choumokim. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes économiste de formation et également enseignant à l'université. Merci. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Ce magazine a pris fin aujourd'hui, mais nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.